Bonjour, je me présente, Vincent, habitant de la commune d'Aulnay-sous-Bois dans le 93, et je vais vous parler du site internet Airbnb. Donc pour ceux qui connaissent ce site internet, c'est un site qui permet aux propriétaires de proposer à la location des chambres ou des logements entiers à très courte durée pour des gens de passage comme des touristes. Alors, je ne vais pas parler en bien de ce site internet, comme vous pouvez le supposer avec les images de ma page de garde. Je vais essayer de dénoncer ce que ce site détruit. Ce site détruit nos logements. Car un logement Airbnb est égal à un logement en moins dans notre parc immobilier. On va le voir à travers cette présentation. Donc, en sommaire de cette présentation, je vais montrer comment fonctionne Airbnb. Pour ceux qui n'ont jamais réservé sur ce site internet, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne réellement. Puis, pourquoi louer sur Airbnb? Donc, on va comparer une location classique avec une Airbnb. On va se mettre dans la peau d'un propriétaire. Quel choix je peux faire? On ira ensuite sur le site internet et on va voir l'étendue du développement des logements Airbnb dans notre département le 93. Je vais parler beaucoup d'Aulnay-sous-Bois. On va voir le long du RER B comment ça se développe. Puis la spéculation, la dégradation. Et enfin, on va parler réglementation. Quels sont les outils que nos administrations ont à leur disposition pour pouvoir lutter contre ce business en fait qui détruit notre parc de logement. Alors Airbnb en France, Airbnb est un site américain, créé en 2008 à Los Angeles et qui est apparu en France seulement en 2012, donc il n'y a même pas 5 ans. Il a commencé son développement en France avec des premiers logements sur Paris. Donc en 2012, on avait à peu près seulement 4000 annonces. Et on peut voir que son développement a été exponentiel, très très rapide, avec des chiffres de 2016 de 300 000 logements. Aujourd'hui, 2017, on est à peu près à 400 000 logements. Et sur cette carte, on peut voir le nombre de chambres d'hôtel par rapport au nombre de chambres proposées sur le site internet. Et dans certaines régions, on a déjà plus de chambres Airbnb proposées à la location que de chambres d'hôtel disponibles. Donc, comment fonctionne Airbnb? Donc, si on n'a jamais réservé sur site internet, donc le principe est simple. Vous êtes propriétaire, vous proposez à la location sur ce site internet un logement entier, un appartement par exemple, et quelqu'un dans le monde va aller sur le site internet et va trouver votre annonce. Donc là, par exemple, la dame, elle trouve une chambre, un petit appartement à 30 € la nuit. Et elle souhaite réserver cet appartement pour une nuit. Elle va effectuer la réservation, mais elle va payer 35 €, parce que le site Airbnb va appliquer une commission de 5 € après la demande de réservation. Airbnb va empocher 5 €, mais comme Airbnb n'est pas français, n'est pas situé fiscalement en France, il va échapper avec des mécanismes de défiscalisation, enfin d'évasion fiscale aux impôts français. Et 30 €, enfin, le propriétaire, il va recevoir une demande de réservation. Il va accepter cette demande de réservation, mais il ne reçoit pas 30 €. Il va payer lui également une commission d'à peu près 5 €, qui est reversée au site internet Airbnb également, qui échappe également au fisc français, parce que ça va sur des paradis fiscaux. Au final, pour une chambre proposée à 30 €, le propriétaire, lui, il a gagné 25 € et Airbnb a, lui, gagné 10 €, qui échappe totalement au fisc français. Donc, la commission perçue par Airbnb, c'est un pourcentage. C'est pas 5 € à chaque fois. Donc, pour un logement proposé à 60 €, Airbnb va récupérer 10 € à peu près du côté du locataire et 10 € du côté du propriétaire. Donc, par exemple, pour des chiffres de 2015, Airbnb a récolté 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais n'a payé en France que 69 168 € d'impôts. D'accord. Alors en 2015, on avait 200 000 annonces Airbnb en France. En 2017, on est à peu près à 400 000. Voilà. Alors,
Pourquoi y a-t-il du Airbnb en France, hein? Vous êtes propriétaire d'un logement, vous pouvez très bien le mettre en location classique et pas vous enquiquiner à accueillir des locataires pour louer une seule nuit ou une semaine. Louer de manière classique, c'est beaucoup plus simple. Je trouve un locataire, je signe un bail de 3 ans avec lui, il peut rester plusieurs années et j'ai pas à gérer une location. Pourquoi les gens vont sur Airbnb? On peut se poser la question. On va faire cet exercice, on va se mettre dans la peau d'un propriétaire. Je suis propriétaire d'un appartement, d'un F2, centre-gare d'Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets en location classique ou est-ce que je le mets en Airbnb? Ben, on va faire cet exercice. En location classique, si je le mets en location, je dois payer 700 € par mois. Enfin, le locataire paye 700 € par mois. Si je le mets sur Airbnb, donc je regarde un peu sur le site internet et je vois que si je mets un F2 sur Airbnb, je peux le proposer à 50 € par nuit. Donc je fais un petit calcul, très simple, 50 € x 30 nuits, ben, potentiellement je peux gagner 1500 € par mois avec ce même logement. Ben, je multiplie par plus de 2 ma rentabilité. Mais derrière, il y a peut-être d'autres contraintes qui vont faire que vaut mieux quand même faire la location classique que Airbnb. Donc on va continuer l'exercice. En location classique, je dois trouver un locataire et je dois signer un bail avec lui. Donc je suis engagé avec un locataire. Déjà, il faut le trouver. Donc il faut faire des visites de locataires, constituer des dossiers, leur demander leur feuille de paye, leur demander s'ils ont un CDD ou un CDI. Il faut avoir une certaine garantie parce que je vais m'engager avec un locataire sur le long terme. Sur Airbnb, je n'ai aucun engagement en fait, puisque c'est des gens qui viennent réserver sur Internet. Ils viennent pendant une nuit, 2 nuits, une semaine, et après je les reverrai plus. Donc en fait, à quoi bon passer des candidatures d'embauche presque, ça sert à rien. Donc en fait, j'ai pas d'engagement, j'ai pas ce souci d'engagement avec un locataire sur Airbnb. En location classique, j'ai quand même le risque d'impayé. J'ai trouvé un bon locataire, je pensais qu'il était bien, il avait un bon dossier, il avait un bon profil, mais j'ai toujours ce risque d'impayé. En location Airbnb, pas de risque d'impayé, puisque le locataire paye avant sur Internet. D'accord ? Autre contrainte côté location classique, j'ai l'encadrement des loyers qui arrive, qui va m'obliger à appliquer un certain tarif. J'ai des obligations de diagnostic énergétique, bilan thermique. Je dois déclarer mes revenus. Donc j'ai quand même un certain nombre de contraintes que je n'ai pas côté Airbnb. Quand je propose un logement sur Airbnb, je n'ai pas à donner un diagnostic énergétique de mon logement. On ne me le réclame même pas. J'ai pas d'encadrement de loyer. On va pas me dire, monsieur, vous louez trop cher. Et puis, la déclaration de revenus, je m'en fous, puisque tout se passe sur Internet. Je gère mes revenus sur Internet, donc c'est totalement invisible. On ne le voit pas. Après, en location classique, si je loue de manière classique, mon logement, lui, il est bloqué. Je l'ai loué, j'ai signé un bail de location avec un locataire. Je n'ai plus le droit de mettre les pieds dans le logement tant que le locataire est à l'intérieur. Donc si par exemple le locataire il s'en va le mois d'août, et j'aurais peut-être besoin de récupérer ce logement pour loger une personne de ma famille ou faire du Airbnb avec, je ne peux pas. Il est bloqué. Et en plus il est bloqué à un tarif de 700 € par mois. Alors que sur Airbnb, je peux faire ce que je veux de mon logement. Je gère sa location. D'accord ? Et si à une certaine période de l'année, j'en ai besoin pour loger de la famille ou en profiter moi-même, hein, si c'est un logement qui est dans une zone balnéaire ou dans des zones comme Paris, ben, je peux en profiter. Et dernier avantage qu'il y a sur Airbnb, qui va augmenter ma rentabilité, c'est que je peux profiter d'événements locaux, comme un match de foot, un concert, les Jeux Olympiques. Pendant certains événements, je vais avoir la garantie de louer mon logement s'il est bien situé, je vais avoir la garantie de louer très facilement, et je vais pouvoir le louer beaucoup plus cher. J'ai vu ça aux derniers événements qui a eu lieu dans notre département.
l'Euro 2016. Quand je prospectais, j'analysais l'évolution d'Airbnb dans notre département, j'ai vu que les tarifs lors de l'Euro 2016 avaient triplé. Donc pour un logement qui était proposé 50 € par nuit, il était proposé à 150 € par nuitée, et que tout était plein, tout était réservé, il n'y avait plus de place. Donc voilà. Après un bilan comme ça, un propriétaire, il peut rapidement se dire, bah, vaut mieux que je fasse du Airbnb que de la location classique. Moi, je serais propriétaire, je ferais ça. Bon, ça c'est étant dit, on doit quand même analyser l'évolution d'Airbnb dans le temps pour savoir si ça a un vrai impact sur notre logement. Pour l'instant, je parle de préjugés, mais il faut quand même pouvoir faire des analyses derrière pour avoir une certitude si Airbnb est bon ou pas bon pour notre parc de logement. Donc on doit, pour faire des analyses, prendre certains relevés comme l'adresse. On doit connaître l'adresse du logement où il se situe. On doit savoir à qui appartient le logement sur le site internet. Le fait de savoir à qui il appartient, on va pouvoir savoir que combien a-t-il de logements en fait. Si c'est une personne qui est propriétaire de 2, 3, 4 logements sur Airbnb. On a besoin de savoir depuis quand l'annonce existe sur le site internet, son ancienneté. Et puis surtout, le combien. On a besoin de savoir combien y a-t-il de logements dans notre commune, combien y a-t-il de nouveaux logements créés par mois dans notre commune, et combien de nuitées sont réservées par logement en moyenne, par mois. Donc, on va essayer de faire cet exercice en allant sur le site internet. Je vais prendre l'exemple de Aulnay-sous-Bois, que je connais bien, et on va essayer de récupérer à travers ce site ces valeurs pour faire nos propres statistiques. Alors, première chose, donc là on est sur le site internet Airbnb, il y a une petite carte qui nous permet de se déplacer et de voir les annonces. Donc chaque petit drapeau correspond à une annonce. Un truc sur le site Airbnb, il ne vous affiche ici que les 18 premières annonces qu'il a réussi à trouver dans sa base de données. Donc là, à l'écran, j'ai peut-être plus d'annonces que réelles. Enfin, il y a peut-être 200 annonces à l'écran, mais je vois que 18 drapeaux. Donc on le voit, quand je me déplace, il y a des drapeaux qui apparaissent et disparaissent, vous voyez. Donc là, il y avait une annonce ici, elle a disparu. Vous voyez, donc là, il y a des annonces, vous avez vu, elles ont disparu. Et d'autres qui sont apparus un peu plus haut. Donc là, pour essayer de compter le nombre d'annonces, c'est pas facile. D'autant que dans le fil de Airbnb, j'ai écrit que Aulnay-sous-Bois et j'ai nulle part une indication qui me dit il y a tant d'annonces dans la commune d'Aulnay-sous-Bois. Donc première chose, pour compter le nombre de logements en Aulnay-sous-Bois, il faut s'armer de patience et les compter un par un en se baladant sur la carte Airbnb. Puis il faut bien connaître les limitations de la commune de sa commune. Donc première chose, ça c'est pas facile. On va aller sur une annonce. Je vais essayer de trouver une annonce sympathique. Il y en avait une par là qui était à 57. La semaine dernière, elle est à 57. La semaine dernière, elle était à 56 € cette annonce. Cette semaine, elle est passée à 57 €. On voit que les prix augmentent aussi sur ce site internet. Alors comment est constituée une annonce? On voit la photo de l'annonce, on peut cliquer dessus. Donc il y a plusieurs photos. Il y a 20 photos avec un descriptif. Donc là c'est le descriptif libre laissé par le propriétaire. D'accord? Alors, petit truc, les propriétaires, parfois ici, ils mettent leur numéro de téléphone ou l'adresse exacte du logement. Ça peut être une indication qui peut nous aider pour avoir ces informations. Mais souvent, ils ne la mettent pas. Ensuite, donc là, on a la photo du propriétaire, il s'appelle Christophe. Alors, le profil d'un propriétaire sur Airbnb, c'est qu'un pseudonyme et c'est pas forcément la vraie personne. Alors, on peut facilement créer plusieurs profils sur Airbnb en étant en fait qu'une seule vraie personne derrière. Voilà, descriptif du logement, donc il loue un logement entier pour 2 voyageurs, une chambre, un lit, etc. L'heure d'arrivée, heure de départ, il y a internet, il est équipé, etc. Donc il y a un descriptif.
C'est un logement qui est plutôt bien constitué. Voilà. Ensuite, plus bas, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le calendrier. On va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors Airbnb n'applique que 2 codes couleurs dans un calendrier. Le code couleur des jours disponibles, où vous pouvez effectuer une réservation, et le code couleur des jours non disponibles. Vous ne pouvez pas faire de réservation. Mais on n'a pas un code couleur qui dit que ce jour a été réservé par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, si je vais sur le mois d'août, regardez, le 9 août, c'est juste gris, ça veut dire que le logement est non disponible, mais je ne suis pas capable de savoir si ce logement est non disponible parce que le propriétaire ne sera pas là pour m'accueillir, ou s'il y a déjà quelqu'un qui a réservé cette semaine. Je ne peux pas savoir. Et puis pour les mois passés également, Airbnb par défaut il met tout en non disponible. C'est-à-dire que là peut-être du 12 au 22 c'était réservé par quelqu'un, mais je ne le sais pas. Donc on a déjà un premier mur de statistiques. On ne peut pas faire de mesure sur combien de jours est réservé par mois. Voilà. Après, les commentaires. Alors, on peut céder des commentaires. Donc là, on voit qu'il y a 37 commentaires sur cette annonce. Et on peut céder de la date. On voit qu'il y a des gens qui laissent des commentaires juillet 2017 et tout. Alors, j'ai regardé, moi, la semaine dernière, il y avait deux personnes qui avaient laissé un commentaire. Et là, entre-temps, il y a une 3e personne qui a laissé un commentaire sur le mois de juillet. Ça peut nous aider à se dire, voilà, il y a X personnes par mois qui laissent un commentaire. Mais on ne sait pas exact. Donc là, au mois de juin, on va voir, au mois de juin, 1, 2, 3, 4. On va aller sur la page numéro 2. 3, 4, 5. Il y a 5 personnes qui ont laissé un commentaire au mois de juin. Ils ont laissé un commentaire. Alors on peut laisser un commentaire sur l'annonce uniquement si on a réservé au moins une nuit du logement. Donc il y a 5 personnes qui ont réservé au moins une nuit. Le logement a été loué au moins 5 nuits sur le mois de juin. Minimum. Mais il aurait très bien pu être logé 5 fois 5 jours. Ça fait 25 jours. On ne sait pas. C'est très dur. Après, pour l'ancienneté d'une annonce, comment faire? Pour l'ancienneté d'une annonce, on peut céder de la date d'inscription du membre. Donc lui, ce monsieur Christophe, il s'est inscrit en novembre 2016. Mais on va aller sur la dernière annonce. Voilà, donc la dernière annonce, enfin la première annonce apparue, elle date de décembre 2016. Là aussi décembre 2016. Voilà, pour le logement qui était très bien pour 2 personnes à côté de la gare de Aulnay-sous-Bois. RERB. Donc on peut dire voilà, que ce logement est proposé en ligne depuis novembre ou décembre 2016. Mais ce n'est pas une exactitude, puisque Airbnb, vous pouvez créer et supprimer des annonces. Donc si je suis un propriétaire malin, que je veux essayer de me cacher et pas trop montrer que mon logement a une certaine ancienneté, je peux très facilement supprimer et refaire mon annonce tous les 6 mois. Comme ça, en fait, mon logement est proposé depuis peut-être 2 ans sur Internet, mais je peux facilement supprimer son ancienneté et lui en remettre une. Donc, tout en bas du site, on a la carte de Aulnay-sous-Bois. Et ils disent que le logement il se situe dans ce périmètre, mais on n'a pas l'adresse exacte. L'année dernière, il y avait l'adresse exacte du logement, mais ils l'ont retiré Airbnb, parce que c'était une indication très importante pour pouvoir aller voir le propriétaire et dire monsieur, vous proposez un logement sur Airbnb, et ça ils l'ont retiré. Ils sont pas fous non plus. Alors on va aller sur le profil de ce monsieur Christophe, on clique dessus et on va essayer de voir d'autres indications. Donc sur un profil, bon, c'est assez convivial, il y a écrit bonjour, je m'appelle Christophe, un peu sa photo, quelques photos de son profil, mais c'est peut-être pas lui en fait, c'est vraiment un profil, c'est comme un profil Facebook ou un profil de jeu vidéo, c'est un profil internet, c'est un pseudonyme. Ils disent qu'on a vérifié sa carte d'identité, son adresse mail, son numéro de téléphone. C'est vrai et c'est faux. Moi j'ai créé des faux profils sur Airbnb pour tester ce site internet. On peut très facilement créer des faux profils avec des fausses indications. Voilà. Alors, chose intéressante, là quand on clique sur le profil d'une personne, on a le nombre d'annonces qu'il possède. Une annonce. Donc lui il propose un seul logement. Mais comme j'ai dit, on peut tricher facilement. Je peux avoir
Je peux créer un profil par logement si je suis seul propriétaire de 5 logements. Je devrais avoir 5 annonces dans mon profil, mais pour ne pas montrer que je suis propriétaire de 5 logements, je peux créer 5 profils différents, qui d'ailleurs je peux supprimer tous les 6 mois et recréer à nouveau pour effacer les traces. Je peux tout imaginer. Voilà. Donc faire des statistiques fiables là-dessus, c'est pas facile. D'accord. Alors je vais retourner sur la map Airbnb, on va essayer de voir un autre exemple de logement. Pour montrer bien que ça a une forte évolution. Alors où est-ce qu'il est le logement? Voilà, alors voilà, ça c'est une propriétaire. Alors ça c'est un logement parmi les logements que possède une seule personne sur Aulnay-sous-Bois. Elle s'appelle Katia. Voilà, donc je clique directement sur son profil pour montrer son profil. Cette dame, quand j'ai commencé ma prospection, mon analyse du site internet en avril 2016, je l'avais déjà repérée, elle avait 4 annonces sur internet, et sur Airbnb, et aujourd'hui elle a 6 annonces. Donc elle propose 6 logements, 6 appartements. Donc en un an, enfin un peu plus d'un an, elle a pu faire l'acquisition de 2 nouveaux appartements qu'elle a mis directement sur Airbnb. Comme quoi le profit est énorme. Alors on pourrait aller analyser ces appartements, mais ça serait un peu trop long pour la vidéo. Alors, au final, pour faire une analyse statistique, je disais qu'on avait besoin de l'adresse, de savoir qui, de savoir depuis quand, de savoir combien. Bah, le où, on n'a pas l'adresse exacte, sauf si le propriétaire a fait l'erreur de mettre son adresse de son logement dans une des photos, on n'a pas l'adresse exacte. Pour avoir l'adresse, moi j'ai ma petite astuce, j'essaie de m'aider des photos, après je vais sur Google Maps et j'arrive parfois à retrouver l'adresse exacte du logement. Mais c'est assez compliqué et assez long. Mais ça se fait. Le qui, c'est qu'un profil, on n'a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse mail, pas de numéro de carte d'identité, on n'a rien. Donc le qui on n'a pas. Donc le où et le qui on ne l'a pas. Depuis quand, comme je vous ai dit, comme on peut créer, refaire, supprimer des annonces, le depuis quand on peut le faire disparaître. Donc finalement on ne l'a pas. Et le combien, compter le nombre d'annonces dans une ville, c'est très dur. Compter le nombre de nuitées réservées dans une annonce, c'est impossible. Et compter le nombre de nouveaux logements créés par mois, c'est également très dur. Donc finalement, le combien, je dis qu'on ne peut pas le faire. On peut compter le nombre de logements, je l'ai fait, mais c'est vraiment très très difficile. Alors, moi j'ai fait cet exercice de compter le nombre de logements dans la ville de Aulnay-sous-Bois. Comme j'ai dit, j'ai commencé mon analyse en avril 2016. Quand j'ai commencé mon analyse en avril 2016, je comptais 40 logements à Aulnay-sous-Bois. Donc je me suis amusé sur la carte à me déplacer et à compter à chaque fois, chaque drapeau c'est un logement. Donc je l'ai compté, je tenais un registre dans un tableau Excel bien précis et j'ai commencé mon analyse comme ça et tous les mois je recomptais. Et ça augmentait tous les mois. Donc avril 2016, je suis arrivé à 65 annonces, décembre 2016, 110 et avril 2017, 150. Aujourd'hui, j'ai arrêté de compter, parce que ça n'arrête pas d'évoluer. Plus il y a de nombre d'annonces, plus compter le nombre d'annonces, parce que je suis obligé de repartir à chaque fois à zéro, c'est de plus en plus long. Donc aujourd'hui, on est à peu près, je pense, à 170 annonces sur la commune d'Aulnay-sous-Bois. Donc à long terme, on pourrait très bien imaginer que si on continue à une évolution croissante de nombre d'annonces de Airbnb à Aulnay-sous-Bois, on pourrait arriver à 400 logements d'ici 2 ans. Alors, faut pas oublier, toujours, c'est un logement Airbnb, c'est un logement en moins qui disparaît. Donc là, en un an, j'ai à peu près 110 logements qui ont disparu du parc de logements à Aulnay-sous-Bois. Des appartements entiers qui logeaient des gens et qui ne logent plus personne aujourd'hui. Alors, j'ai pris l'exemple d'Aulnay-sous-Bois, mais on va aller sur le site internet, mais en fait, toutes les villes sont concernées. Et beaucoup les villes qui ont un point d'intérêt à aller faire du Airbnb, notamment les villes avec un accès rapide à Paris. Donc Aulnay-sous-Bois, hop, on est là. De Aulnay-sous-Bois à Paris, en RER, c'est 20 minutes. Donc plus on va aller sur Airbnb, et plus on se rapproche
de Paris par le transport en commun, plus le nombre de logements est important. Alors, le centre d'intérêt, c'est Paris, mais il y a aussi le Bourget, il y a le parc de Villepinte. Donc, à côté du parc de Villepinte, il y a beaucoup de logements Airbnb. Dès qu'il y a un centre d'intérêt, il y a du logement Airbnb. Alors, on va aller sur le site internet et se balader. Alors, comme j'ai dit, faut se méfier, c'est que ici, il affiche que les 18 premiers annonces qu'il a pu identifier sur sa base de données. Donc c'est assez trompeur en fait le fait d'afficher 18 drapeaux. Que là par exemple sur la carte il y a beaucoup plus de drapeaux que ça, mais il faut aller zoomer et analyser assez finement. Donc le Blanc-Ménil, on voit qu'il y a du logement au Blanc-Ménil, voilà, il y en a quelques-uns. Donc si je zoome, j'en vois d'autres apparaître, d'autres disparaître, vous voyez. Allez, on va aller rapidement, on va aller sur Drancy. Drancy, encore certaines quantités d'annonces. Alors c'est encore une fois, le fait d'afficher que 18 annonces à l'écran, ça laisse penser qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces parfois dans un secteur, mais si on zoome bien et qu'on essaie de se remémorer ce qui était affiché, ce qui disparaît, ce qui se réaffiche, en fait ça fait beaucoup de logements. Donc le Drancy, le Bourget, voilà, donc il y en a beaucoup. Après la Courneuve. Voilà la Courneuve, donc on a beaucoup de logements également sur la Courneuve. Donc en fait, plus je me rapproche de Paris, plus la quantité de logements est importante. Vous voyez, le taux de rafraîchissement est important. Je me déplace un petit peu et il y a plein d'annonces qui disparaissent et qui réapparaissent. Ça veut dire qu'il y a un taux très élevé du nombre de logements. Et puis là, la dernière station avant d'arriver sur Paris, la plaine Stade de France, et là c'est énormément de logements parce qu'on a le Stade de France. Il y a beaucoup de matchs de foot, donc il y a beaucoup de logements de proposés autour du Stade de France. Voilà. Donc imaginez, une annonce, c'est un logement Airbnb, c'est un logement qui a disparu de notre parc de logement. Donc là, on voit que on a quand même beaucoup de logements qui ont disparu de notre parc immobilier. Alors là, il y a toute une zone grise, c'est que c'est des entreprises. Dans les entreprises, on ne propose pas de Airbnb. Puis... Donc on va descendre sur Paris, tout le long du RER. Là, voilà, je suis à Paris. Voilà. Donc gare du Nord ici, qui est ici, enfin un petit peu plus bas. Ah non, c'est encore Seine-Saint-Denis, pardon. Voilà. Ah oui, voilà. Donc la gare du Nord. Voilà. Donc le nombre d'annonces sur Paris. Alors à Paris, on dit qu'il y a, dans les statistiques, ils disent qu'il y a 60 000 annonces Airbnb sur Paris. Alors, si je regarde la carte, là, il m'a affiché que les 18 premières annonces, j'ai pas l'impression qu'il y a 60 000 annonces sur Paris. En fait, il faut jouer sur le filtre. Alors, sur mon filtre à moi, j'ai rien mis par défaut. Normalement, je suis censé voir toutes les annonces, mais en fait, comme il m'affiche que 18 premières annonces, il m'affiche les 18 premières annonces les moins chères. Donc là, je vais mettre simplement augmenter le nombre de chambres. Je veux voir que les annonces qui ont au moins 2 chambres, et je vais voir les annonces. Donc regardez bien ici, là j'ai des annonces à 25, 40, 60. Je vais voir les annonces, et je vais avoir une carte totalement différente. Ouais, donc là j'ai des annonces à 115, 90. Donc après je peux encore affiner mon filtre. Je peux augmenter le nombre de lits, 2 lits, 2 salles de bain par exemple, ou une salle de bain, je ne sais pas comment il calcule ça. Et puis il va affiner la carte. Voilà. Donc en fait, en plus de compter le nombre d'annonces à l'écran, il faut également jouer avec le filtre pour faire disparaître ou afficher d'autres annonces. Regardez, j'ai mis 3 chambres et là j'ai une carte qui est vraiment totalement différente avec des prix beaucoup plus élevés pour des logements en 3 chambres sur Paris. Donc faire des statistiques avec Airbnb, c'est vraiment pas facile. Et on peut voir là avec l'exercice que je viens de faire que ça évolue quand même beaucoup. Alors, donc
Airbnb, donc, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que ça évolue bien, que ça a un impact assez fort sur notre parc de logement, potentiellement un impact assez fort sur notre logement. En quoi Airbnb dégrade notre environnement en fait. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous alerter. Déjà, ça va avoir une dégradation sur notre parc immobilier en lui-même, puisque un logement Airbnb, je dis toujours, c'est un logement en moins dans notre parc immobilier, mais ça touche principalement les petites surfaces, les studios, les F2. Et là, ça va créer une raréfaction de ces types de biens sur le marché. Et ce type de bien est essentiel pour faire fonctionner le marché immobilier, puisque c'est le primo-accédant qui achète ce type de bien. Là, en ce moment, on est en train d'exclure le primo-accédant de l'accession à la propriété. Et ça va, à force, avoir des effets dominos sur les autres types de biens. Donc là, on est en train de raréfier les petites surfaces. On exclut les primo-accédants de l'achat immobilier. Et à terme, ça va avoir un impact sur l'ensemble du parc immobilier dans notre territoire. Par différents phénomènes, l'augmentation des prix, premièrement des petites surfaces, et après les autres types de biens, et puis l'augmentation des loyers aussi. Si dans un quartier, on supprime 80% des logements de type studio F2, les 20% de type F2, studio F2 qui restent, vont voir leur loyer augmenter, puisque l'offre diminue, mais la demande est toujours aussi grande. Et puis après, on a moins de turnover immobilier, parce que Airbnb tend à faire ce que j'appelle de la rétention immobilière. Les gens qui sont propriétaires de logements ne veulent plus les vendre aujourd'hui. Avant, les gens, un jeune, il achète son premier appartement, un studio. Après, il revend ce studio pour s'acheter un F3. Ensuite, il revend son F3 pour s'acheter une maison, avec le temps. Aujourd'hui, ils font plus ça. Les gens, ils achètent leur premier logement, leur studio, comme là, le jeune Christophe que j'ai montré. Je pense que c'était son premier appartement qu'il a acheté. Et à la place de le revendre pour s'acheter un appartement plus grand, il l'a gardé, il l'a mis sur Airbnb, et avec le bénéfice qu'il fait sur Airbnb, il est capable de payer son crédit d'un autre logement. Donc il n'y a plus de turnover immobilier. Ils font de la rétention immobilière et ils raréfient encore plus le nombre d'offres disponibles sur le marché. Et puis après, on a des différents types de dégradation qui interviennent. Les commerces locaux. Imaginez si on remplace les habitants par des touristes dans un quartier, le commerce local il va devoir se reconvertir. Parce que leurs consommateurs habituels auront disparu. On le voit sur Paris. Pour ceux qui n'ont pas été sur Paris depuis très longtemps, je vous invite à y aller. Vous allez être surpris. Il y a des quartiers qui, leurs commerces locaux, ce ne sont plus que des commerces pour touristes. C'est plus des commerces pour Parisiens, pour personnes qui habitent à Paris. L'ambiance du voisinage, vous mangez des voisins, tout se passe bien. Un jour, j'ai un voisin, il part, mais il remplit son logement, il le met sur Airbnb, mais en fait, j'ai un nouveau voisin toutes les semaines. Et après, j'ai un deuxième voisin qui fait pareil. J'ai encore 2 voisins qui changent en fait tout le temps. Ça va dégrader une certaine ambiance du voisinage. Exemple, sur Paris, il y a des immeubles où il n'y a plus que des touristes. Et en fait, la dégradation du voisinage entretient Airbnb. Airbnb s'entretient lui-même, c'est ce que je dis. Le fait de dégrader l'ambiance d'un quartier, l'ambiance du voisinage, vous êtes propriétaire, vous êtes attaché à votre quartier, mais si votre quartier se dégrade, au bout d'un moment, vous allez le quitter. Et votre logement, vous allez soit le revendre, ou soit le proposer vous-même sur Airbnb. Airbnb, par la dégradation de l'ambiance du voisinage, d'un quartier, s'entretient lui-même. Et un impact environnemental, qu'est-ce qui se passe ? On supprime les logements pour les proposer à la location pour des touristes. Ces logements ne permettent plus de loger des gens de manière locale, permanente. Et ces gens-là, on va leur dire, trouvez un logement ailleurs. Sauf que la demande est toujours aussi forte, l'offre s'affaiblit, et les gens ils sont obligés d'aller loger de plus en plus loin pour garder leur pouvoir d'achat. Et en se logeant de plus en plus loin, ils augmentent leur temps de transport en voiture ou en transport en commun. Donc il y a quand même un impact environnemental derrière assez fort.
Alors, j'espère vous avoir convaincu quand même que Airbnb, c'est quelque chose sur lequel il faut lutter. Si on lutte contre Airbnb, ben, on va avoir plein de choses de bénéfiques. On va arrêter la spéculation, on va remettre sur le marché des logements qui ont disparu, et on va également, dernier point du slide précédent, l'impact environnemental. On va faire de l'écologie. On va dire, ben voilà, on va rapprocher les gens de leur lieu de travail. Aujourd'hui, en ce moment, les gens s'éloignent de leur lieu de travail à cause du coût de l'immobilier. Donc qu'est-ce qu'on a, nous, qu'est-ce que les communes ont comme arme pour pouvoir réglementer cette activité et même la freiner et la faire reculer? C'est une activité, c'est un business qui joue sur notre bien commun qui est le logement. La première chose, quand on est propriétaire d'un logement qu'on veut mettre sur Airbnb, on a l'obligation de le déclarer en mairie avec ce document CERFA. Si on ne fait pas la déclaration en mairie, on est passible d'une amende de 450 €. Deuxième point, en fonction de la situation de la commune, si elle est située en zone tendue, on a l'obligation, on doit demander l'autorisation du changement d'usage en location meublée de courte durée. Donc nous, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, on est en zone tendue, en Île-de-France. La mairie peut demander que les logements Airbnb, que le propriétaire du logement Airbnb ait l'autorisation d'avoir fait le changement d'usage en meublé touristique, en meublé de courte durée. Troisième point, ça c'est pour les logements situés en copropriété. Donc la plupart des logements Airbnb, les petits appartements sont en copropriété. Il faut demander l'accord de la copropriété et payer un forfait pour la transformation de ce logement en local commercial. Ça, c'est une obligation qui se fait à travers les assemblées générales dans les copropriétés. Et ça, ce point-là, il peut être très intéressant parce que transformer un logement en local commercial, ça coûte excessivement cher. Et ça pourrait dissuader et même faire renoncer beaucoup de gens à faire du Airbnb. Et puis, dernier élément, un décret qui est sorti en avril 2017, qui est assez récent, et qui est très intéressant car il va pouvoir appuyer les 3 premiers points. Et ce décret dit que les communes peuvent désormais contraindre les loueurs Airbnb à se déclarer en mairie. Donc, voilà. Donc, je pense, moi je suis pas avocat, je n'ai pas fait le droit, mais qu'avec ces éléments, les communes sont capables de faire de la lutte contre Airbnb et protéger nos logements. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que j'ai réussi à vous convaincre qu'il faut faire quelque chose contre ce phénomène, car je le rappelle, un logement Airbnb, c'est un logement en moins pour loger quelqu'un. D'un point de vue statistique, moi, dans mon observation, j'estime sur le long du RER B entre Aulnay-sous-Bois et la Plaine de France, à peu près à 100 nouveaux logements Airbnb créés par mois. Et ce nombre est grandissant. Donc il faut vraiment, je pense, faire quelque chose et essayer d'agir, même en collaboration avec les communes, pour lutter contre ce phénomène. Donc, je vais faire d'autres vidéos, parce que j'ai beaucoup parlé d'Aulnay-sous-Bois, et il ne faudrait pas qu'elle soit victime de ma présentation. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour montrer l'état d'Airbnb dans d'autres communes, le Blanc-Ménil, Drancy, etc. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à laisser de commentaires sur la présentation. Au revoir.